Bonjour Stéphane. Bonjour, c'est moi ça, Stéphane Bureau. Je le confirme. C'était tellement de belle amitié, M. Musk et M. Trump. C'est tellement difficile de spéculer sur ce qui se passe dans la tête de ces deux moineaux. Je n'étais pas avec vous jeudi et vendredi dernier, donc jeudi, début de la chicane qui est passée de 0 à 500 km/h en dedans de quelques heures, et vendredi avec les retombées atomiques de l'affaire. Je voulais en glisser un mot. Mais quand ça pète comme ça, c'est parce que ça fait quelques semaines, il y a une tension qui monte. Là, sur la place publique, c'est comme dans un couple. C'est quand tu te mets à ressortir des vieilles histoires. Ouais, quand tu es venu au bureau aval avec ton œil au beurre noir, puis tu ne l'avais pas maquillé, tu présumes que de part et d'autre, il y avait probablement quelques petites choses qui ne faisaient pas leurs affaires respectives. Et c'est peut-être ce sur quoi je voulais revenir justement ce matin, parce qu'on a spéculé beaucoup sur les raisons de cette chicane. Alors, on a dit, par exemple, c'est le mécontentement de Elon Musk après le passage du Big Beautiful Bill, ce projet de loi budgétaire qui semblait effacer les gains, aussi petits fussent-ils, obtenus par le Doge. Puis je dis aussi petits fussent-ils, ça reste que si c'est fondé, qu'ils ont réussi à aller chercher 150 à 200 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce que le déficit est tellement énorme que exact. Tout a l'air petit. Mais fondamentalement, quand tu y penses, c'est beaucoup d'argent. Et dans un contexte où tous ceux qui ont promis de réduire la taille de l'État, quelles que soient leurs affiliations politiques, et quel que soit le pays, ont très rarement réussi. Il y a l'Argentine, avec sa méthode radicale, qui le fait, avec des résultats qu'on commence à mesurer. Mais aux États-Unis, il y a des forces de résistance, évidemment, au sein de l'administration, au sein de la fonction publique, qui se sont déployées. Alors, donc, on disait, c'est parce qu'il est frustré qu'on n'a pas inscrit dans la loi les compressions budgétaires qui avaient été obtenues de façon exécutive par l'administration, de façon à ce que ça soit pérenne, qu'on réussisse à accumuler un peu comme des intérêts composés qui finissent par donner quelque part à un moment donné des résultats. Moi, je pense que ça remonte, la première vraie chicane entre Trump et Musk, c'était en décembre dernier. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était autour de la question des visas donnés à des travailleurs spécialisés dont le marché américain a besoin, et particulièrement les grandes industries technologiques. Et il y avait, comme Tesla, mettons, pour Tesla, n'en nommer qu'une. Mais ça pourrait être Google, ça pourrait être Meta, ce sont donc des programmeurs, des ingénieurs informaticiens, tous ces gens qui existent aux États-Unis, mais qui aussi existent ailleurs dans le monde et qui ont faim de succès aux États-Unis, donc des Indiens, des Chinois, parce qu'il y a des Chinois qui travaillent aux États-Unis. Et Musk avait dit, on ne peut pas se passer de cette immigration qualifiée. Puis au départ, Trump avait un peu résisté et s'était rallié en disant, c'est vrai que l'immigration qualifiée, on en a besoin. C'est un fait. On a besoin aussi de travailleurs de la construction aux États-Unis, mais ces travailleurs qui font avancer, appelons ça la quatrième grande révolution industrielle, ils en ont besoin. Et pour tous ceux qui étaient derrière Trump en termes de grandes industries technologiques, c'est une priorité. Et je pense, et ça nous ramènera à ce qui se passe depuis vendredi à Los Angeles, les émeutes, je ne sais pas si on peut parler d'émeutes, mais en tout cas des débordements violents entre policiers et manifestants sur la question de l'immigration. Je pense que c'est lié. Et je crois que le point de fracture entre Trump et tout le reste du mouvement MAGA va toujours se définir sur l'immigration. Et Musk, là-dessus, était à géométrie plus variable. Oui, il fallait fermer la frontière. Oui, il fallait faire en sorte que les illégaux, les sans-papiers, soient repoussés. Mais le pays, comme d'ailleurs c'est vrai depuis très longtemps, il en est l'incarnation. D'ailleurs, son adversaire politique le plus redoutable, Steve Bannon, rappelle que c'est peut-être lui-même un illégal, Elon Musk, qui est passé du Canada, où il a été étudiant à Toronto, à la Californie, et son statut, c'est ce que dit Musk à répétition, son statut n'est pas clair. Est-ce qu'il aurait menti sur ses papiers? Est-ce qu'il pourrait être expulsé, justement, parce qu'il n'a pas respecté parfaitement... Il a ramené toutes les industries Tesla au Canada? Alors, je pense que ça, c'est pas demain, la veille. Non. Mais donc, Steve Bannon, qui a été longtemps un conseiller de Trump et qui est aujourd'hui encore un personnage influent, qui a son émission à la radio, enfin une radio virtuelle comme nous ici, c'est-à-dire qu'il a son émission sur le net, a depuis des mois livré une guerre implacable
Et ce qui les sépare, c'est la question de l'immigration. Parce qu'il sait que Musk, sur l'immigration, a une vision des choses qui est un peu différente, comme probablement Peter Thiel, qui est aussi un riche milliardaire. Tu me diras riche milliardaire, c'est un peu redondant. De Palantir. Un milliardaire qui, Palantir entre autres. Que certains certains décrivent comme le vrai plus influent, celui qui a recruté J.D. Vance, le cerveau des cerveaux derrière tout. On en a souvent parlé, d'abord parce qu'il est brillantissime. C'est discret, là. La plupart des gens connaissent même pas son nom, là. Sinon, qu'il avait, lui, choisi, un milliardaire homosexuel en 2016, d'être présent à la Convention républicaine pour appuyer M. Trump. C'est un des premiers dans le monde de la tech à ne pas avoir eu de complexe et avoir dit « Moi, je serai avec Trump ». Il n'était plus un appui de Trump en 2024. Il avait changé d'opinion là-dessus. Mais c'est peut-être, si on a analyser dans la matrice des gens influents aux États-Unis, celui qui peut faire la différence souvent, c'est Peter Thiel. Et sur les questions d'immigration, il est absolument inflexible. On doit absolument faire en sorte qu'il y ait une politique dynamique d'immigration pour permettre aux talents de venir aux États-Unis et faire en sorte qu'ils négocient, encore une fois, je reviens toujours sur ça, mais ce virage très important qui est celui de l'économie, entre autres de l'intelligence artificielle. Et la dispute de la semaine dernière entre Musk et Trump, elle repose essentiellement là-dessus, même si ce n'est pas nommé. Ils se sont envoyés des insultes sur la question de la NASA. On sait qu'il y a eu un petit contentieux parce que M. Musk avait un candidat pour diriger la NASA, qu'à la dernière minute, le président Trump a décidé de rejeter parce qu'il était apparemment un supporter démocrate, et ça, Trump ne l'a pas du tout encaissé. Alors, on peut faire l'inventaire de tout ce qui les frustrait. Je crois qu'à la fin de l'exercice, ce qui les rend aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, incompatibles, c'est leur vision de l'immigration. Et Trump ne fera jamais de compromis publiquement. Et il a compris que... Et si ça ne bouge pas, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de Trump, on a dit « Ah, ben il se met à risque et tout ça », c'est toujours la même logique de son plancher béton. On dit qu'il y a un plafond de verre qui ne peut pas monter tellement au-dessus des 48-49. Il l'a fait aux élections. Il est un petit peu au-delà des 50 %. Alors, il y a un plafond de verre pour Donald Trump, mais il y a un plancher béton. Et ce plancher béton, qui fait probablement que s'il y avait un duel entre Trump et Musk, parce que ça peut arriver, parce que derrière ça, c'est qu'est-ce que Musk va faire en 2024? Est-ce que ça menace... En 2026, vous dire. En 2026, pardon. Est-ce que sa menace de créer un nouveau parti est sérieuse? Est-ce qu'il pourrait commencer déjà en coulisses à appuyer J.D. Vance? Comment va se positionner J.D. Vance? Parce qu'il n'a pas envie, lui, d'être le prochain possible candidat en 2028 pour les présidentielles, sans compter peut-être sur les poches profondes de tous ces grands géants de la tech américaine. Mais en même temps, il protège ses arrières puis a commencé à se constituer un trésor de guerre, je parle de J.D. Vance toujours, sachant que les vents peuvent tourner. Alors, tout ça va avoir un impact sur la configuration politique, mais je reviens à ce qui est le cœur de la guerre, et ça nous renvoie à ce qui se passait, je te le disais tout à l'heure, en fin de semaine à Los Angeles. Pourquoi le président américain, après des débordements, je dirais pas banals, mais quand même attendus lorsque des manifestations... Mais gérable par la police de Los Angeles qui a vu pire dans son histoire. Là. La police de Los Angeles a vu bien pire. Des circonstances qui ont d'ailleurs demandé la mobilisation de la Garde nationale, effectivement, en 1992, autour de l'affaire Rodney King, qui, tu t'en souviens, les images étaient accablantes, avait été arrêté par la police, tasé, battu à coups de matraque. Et quand les policiers avaient été acquittés, ça avait engendré un mouvement de protestation dans la ville. Et là, la ville n'était peut-être pas à feu à sang, mais ça brûlait. On parle d'édifices qui avaient été incendiés, de quartiers entiers où il n'y avait plus d'ordre d'autorité de l'État. Et la Garde nationale avait été mobilisée à la demande des autorités locales. Parce que le bras de fer en ce moment, c'est entre le gouverneur démocrate, M. Newsom, et... Peut-être candidat démocrate à la présidence un jour? Ben, je ne sais pas si c'est peut-être. Moi, je serais plutôt tenté de dire probablement, que oui. Oui, c'est probablement. Et c'est un très bon politique, mais c'est lui qui a l'autorité sur la Garde nationale. Et c'est vraiment des dispositions, je dirais, fines et connues de personnes qui ont permis au président Trump de mobiliser. Mais aux premiers échanges vraiment violents entre manifestants et les forces de l'ordre à Los Angeles, a rapidement dit « Je vais mobiliser la Garde nationale ». Pourquoi? D'abord, pour faire la nique à la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui est une figure déjà contestée et contestable, pour s'opposer au gouverneur qui aurait l'autorité sur la Garde nationale, et dire, sur les questions d'immigration, d'ordre et de loi, nous sommes
inflexible. Il n'y a absolument rien qui ne sera toléré. Parce que où avaient lieu les manifestations? C'était devant un centre de détention fédéral où étaient emprisonnés temporairement les gens qui sont arrêtés par la police des frontières. Et c'est là que ça a commencé, mouvement de protestation sur les méthodes musclées de l'administration Trump. Non seulement il ne va pas les désavouer, ces méthodes musclées, le président, il va mettre en scène sa volonté inflexible jusqu'à mobiliser, mais comme, encore une fois, sur pas grand-chose. Je ne dis pas que c'est insignifiant, mais on se parlait la semaine dernière des émeutes à Paris après la victoire du PSG. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Autour de chez moi, il y a eu moi, j'ai vu le lendemain matin une dizaine de voitures brûlées. CNN était en direct sur la première voiture qui a été incendiée à Los Angeles. C'est jamais ordinaire quand ça arrive. Et ça devenait l'image marquante de ce que la ville était à risque. Alors, il y a eu des débordements, ça s'est déplacé. Mais encore une fois, comme tu le disais, dans l'ordre des choses, c'est pas la fin du monde. Et la police de Los Angeles, qui n'est pas réputée tendre, était capable de prendre en main les choses. Mais pourquoi Trump était prêt à à une confrontation, et s'il le fallait même d'ajouter un peu d'huile sur le feu, c'est parce qu'elle est payante politiquement pour lui. Je reviens à sa base de béton. C'est cette idée qu'il y a des enjeux sur lesquels on ne fait aucun compromis. L'immigration, non, puis l'image, c'est quasiment comme si l'image, c'est que les immigrants illégaux veulent prendre le contrôle du pays, là, veulent prendre les rues. C'est exactement ça. Puis en disant, je mobilise la garde parce qu'il y a un danger d'insurrection. Il met en scène un danger qui n'existait probablement pas. Alors, évidemment, je n'ai pas le renseignement qu'il a, mais on peut faire l'hypothèse que c'était normal à un moment donné que ça dérape. Pas nécessairement heureux, mais normal. Mais lui est très heureux, justement, de mettre en scène le spectacle, de rouler les mécaniques, d'imposer l'ordre et la loi, même si ça se fait évidemment avec des coups. Il y a des gens qui se sont fait tirer dessus à balles de caoutchouc. Il y a un coût à tout ça, mais c'est un coût qu'il accepte parce que ça vient solidifier sa base. Et je reviens à ce qui était le départ de notre conversation. Entre Trump et Musk, la question de l'immigration est fondamentale. Où Musk est prêt à dire, oui, on doit avoir une fermeté nécessaire à la frontière, mais on doit quand même continuer à laisser entrer tous ces gens nécessaires. Et je pense qu'il n'a pas tort au total. Il y a un Trump qui dit, moi, franchement, je préfère fermer, puis on posera les questions derrière. Puis si on a des problèmes de main-d'œuvre, on trouvera une solution. Mais politiquement, sa martingale gagnante à lui, sa recette secrète, et elle marche. C'est là-dessus, il n'y a jamais de compromis à faire. Et ça fonctionne redoutablement. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé en fin de semaine était pour lui probablement une bonne nouvelle pour le président Trump à Los Angeles. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il dit, regardez comment je me tiens debout devant ces démocrates de la Californie qui sont dévoyés, qui sont incapables de faire respecter l'ordre et la loi. Regardez, c'est ça que vous voulez? C'est la Californie que vous voulez? Non. Ben, moi, j'ai pris les moyens. À suivre. Merci, Stéphane.